Eh bien, le bonjour amis du groupe, bienvenue dans ce nouveau débrief en retard bien évidemment. On est le lendemain, des matchs, on va pouvoir réagir, pas à chaud, mais à froid, justement sur, ces demi-finales de Ligue des Champions. Grosse demi-finale franchement, gros spectacle, surtout, plus d'un côté que de l'autre, mais bon, on n'en parlera pas. Une petite émission qui ne sera pas en direct, et oui, elle est en différé, on va appeler ça comme ça. On a préféré faire ça comme ça, bien évidemment parce qu'on n'est pas hier soir, et vous avez regardé la vidéo tranquillement de chez vous. Bon, pour parler justement de ces demi-finales, je ne suis pas tout seul, je suis avec Louis et Dorian. Comment vous allez les gars? Ça va très bien, Ah, hein. On ça va s'est très bien bien régalé. et vous? Avant toute chose, on va donner un petit truc, je vais dire un petit truc, un grand respect à nos amis barcelonais, parce qu'il y en a beaucoup, sur le groupe. On pense à toi Axel malheureusement qui est pas là aujourd'hui, et d'ailleurs décédé, depuis je crois. Ils sont en Je ne l'ai dépression, pas ouais. je ne l'ai pas vu, on est en cours ensemble, il est pas venu. Donc on lui fait un gros big up et enfin voilà quoi, tout simplement. On va partir directement, on va pas plus tarder sur ces matchs-là. Voilà, il y a eu 2 gros matchs hier, enfin hier et avant-hier. Le Barça qui a affronté l'Inter. Le Barça qui est sorti, un des favoris de la compétition, qui est sorti, mardi soir, et le Paris Saint-Germain qui, très clairement, hier soir, a fait le job face à Arsenal et qui sera donc en finale, une finale PSG-Inter, parce que le PSG est considéré à domicile. Les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ces demi-finales retour de Ligue des Champions? Gros spectacle en tout cas, pour les 2 matchs. Ah, on s'est régalé, on s'est régalé, franchement ça fait du bien à notre football de voir de telles affiches. Ça change et puis, surtout, on est dans ce nouveau format. Alors, sur cette phase finale qui change pas beaucoup, mais au final, sur la phase de ligue, qui a drastiquement changé et qui crée des surprises et voilà, le PSG qui était, dans les derniers se retrouve finalement, en finale de Ligue des Champions. Donc voilà la surprise du nouveau format. Dorian? Bah, c'est clair qu'on a eu du beau spectacle. Franchement, on est une des meilleures demi-finales, de ces 10 dernières années peut-être. Une double confrontation incroyable. Match magnifique et puis Paris-Arsenal, on espérait ne pas avoir un 0-0 quand même, qu'on ait un peu de spectacle et c'est chose faite. Il y a eu quand même, 3 buts sur ce match retour, donc c'est très, très bien. Franchement, très surpris de ces demi-finales et on verra ce que c'est la finale, ce que ça va donner. Bon, pour le coup, on va aller dans l'ordre, des demi-finales. On va commencer tout simplement par cet Inter, Barça, un Inter qui très clairement, je vais baisser pour qu'on voie un peu plus Louis. Voilà, on peut changer durant Merci, l'émission, il y a pas de merci, souci. merci. On va voir ton beau visage Louis. Très clairement, voilà, on a senti que c'est peut-être la demi-finale, de cette semaine. C'était déjà le cas la semaine dernière en point de vue scénario, d'un point de vue but. Très clairement, tu l'as dit Dorian, c'est peut-être, la meilleure demi-finale des 10 dernières années, voire même une des meilleures demi-finales de l'histoire si on prend aller-retour. Match aller 3 partout, très clairement. Match retour, 4-3, au scénario fou, un but à la dernière minute de Acerbi. En tant que personne neutre à cette histoire, Louis, comment tu as ressenti ce match tactiquement et même au niveau de l'émotion? Alors, qu'on soit neutre ou pas, franchement, le match était fou. Je pense que ce soit du côté interiste ou même du côté barcelonais, le match était incroyable et personnellement, je l'ai ressenti aussi comme ça, un match dingue. Franchement, c'est un film. C'était une série Netflix et que des rebondissements. Heu, Superbe, superbe demi-finale. Alors, je suis peut-être pas d'accord sur le fait que ce soit l'une des plus belles demi-finales, de ces 10 dernières années. On a eu quand même de très belles demi-finales par le passé, mais elle s'en rapproche du moins et puis tactiquement, je pense que l'autre demi-finale était plus poussée que celle-là. On a vu un Inter jouer son football, donc un football de transition et le Barça justement qui a eu, je trouve, un petit peu de mal, à poser son jeu, véritablement, même s'ils ont eu la possession les Barcelonais, je crois qu'ils sont à 73 ou 74 de possession Je vais mettre les sur cette partie. statistiques. Ouais, voilà, 71 donc ils ont réussi à toucher le ballon, mais ils n'ont pas vraiment réussi, à créer de plus de problèmes que ça, notamment, dans les prolongations, à l'Inter, grâce notamment à Yann Sommer qui a dégoûté le FC Barcelone, comme il a dégoûté la France, à l'Euro 2021, catalans et français, même cause, à battre Yann Sommer. Voilà. Très clairement, on a senti que le gardien suisse était, on fire, justement mardi soir. Des arrêts sortis de nulle part. En face, tu avais quand même un Lamine Yamal, extraordinaire comme d'habitude en ce moment, on a l'habitude de le voir, le jeune de 17 ans. Dorian, comment on peut expliquer que
l'Inter, en première mi-temps, prenne le dessus sur le Barça. On a senti un Barça, pas forcément très bon dans le jeu, qui avait plutôt du mal à construire, qui se concentrait, hein, plus offensivement sur un Lamine Yamal pour faire des différences et cette deuxième mi-temps totalement changée où, bah, le Barça est revenu et même a réussi à prendre l'avantage à la 87e minute, si je me trompe pas, avant que forcément Cherby, revienne, dans cette partie. Comment on peut expliquer ce changement de la première mi-temps à la deuxième? Je sais pas si j'aurais pas vraiment d'explication exacte. Après, pour la plupart des joueurs de Barcelone, ils sont très jeunes. Je Pour la plupart d'entre eux, c'était enfin même pour, quasiment tous, il me semble, c'était leur 1re demi-finale, de Ligue des Champions. Donc, je pense que tu as une certaine pression et je pense que Hansi Flick et même les cadres, dans les vestiaires, je pense peut-être à Lewandowski notamment, qui eux ont cette expérience, ont dû un peu les recadrer et on voit d'ailleurs que certains qui avaient complètement raté leur première mi-temps se sont rattrapés. Je pense notamment Gérard Martin, qui d'autre? C'était qui l'autre, arrière aussi? Eric Garcia. Eric Garcia, oui, aussi, qui a marqué son but. Oui, j'avais plus son nom en tête. Ouais, je pense que c'est ça et ils se sont dit: «Bah, foutu pour foutu, faut tout donner de toute façon dans cette deuxième mi-temps». Puisque là, j'avoue que même moi devant ma télé, j'avais du mal, au 2-0 pour l'Inter, à les voir revenir entièrement dans le match et ils arrivent quand même à finir à 3-2, bon avant le but dans les dernières minutes, mais ils ont réussi à mener, dans cette partie et c'est ça qui est fou. Louis, on a senti, hein, que sa façon dans ce match aller, dans ce match retour, qu'il y a eu pas mal de buts. Heu, c'est quelque chose qui est bien au spectacle, mais pas forcément pour les entraîneurs et pour les équipes. Est-ce qu'on peut parler de faiblesse du côté du Barça et de l'Inter, d'un point de vue défensif, de se prendre autant de buts? Est-ce que c'est normal pour un club de foot? Alors pour l'Inter, oui. Pour l'Inter, je dirais oui parce que c'était la meilleure défense de la compétition avant, cette double confrontation. C'est une équipe quand même qui est connue, pour, justement, être, un peu, Le fameux catenaccio. exactement, ce jeu à l'italienne où tu prends très peu de buts et au final, ils en prennent, plus de 6. Enfin ils en prennent 6 dans cette, double confrontation. Par contre du côté du Barça, c'est un petit peu moins surprenant parce qu'on savait justement cette fébrilité qu'avaient, les Catalans, défensivement parlant et puis sur les coups de pied arrêtés, grande faille qu'on disait des Barcelonais et au final ça a payé pour les Nerazzurri puisqu'ils marquent 2 buts, au match aller sur coup de pied arrêté. Donc voilà, c'est alors tactiquement, encore une fois, c'est pas le match le plus poussé de l'année. Un petit peu déçu défensivement, du côté de l'Inter, mais du côté de Barça, ils ont joué leur jeu, hein. C'était l'une des meilleures attaques ou non, c'était la meilleure attaque de la Ligue des Champions, donc ils ont scoré leur but et puis voilà. On a senti, hein, Dorian, que l'Inter était surefficace, pas beaucoup d'occasions pour le coup, pour eux et pourtant quand même pas mal de buts. Sur la double confrontation, si on prend les 90 et les 90, donc les 180 minutes, c'était 9 tirs cadrés, 6 buts pardon, si je ne me trompe pas. Comment on peut expliquer que justement cet Inter arrive à marquer autant sur très peu d'actions? Bah, après c'est leur style de jeu comme vous l'avez dit, c'est la catenaccio. Ils misent sur les contre-attaques. L'Inter, c'est une équipe très expérimentée avec des joueurs très âgés. Ils se connaissent très, très bien. Le point faible du Barça, c'est la défense, comme l'a dit, ils défendent très, très haut et c'est ce qui leur a causé du tort et on sait que Chesney aussi, même si il a pu faire, des très bons arrêts sur sa ligne, notamment je pense à contre Benfica, la double confrontation, en 8e. C'est pas le meilleur gardien sur sa ligne. C'est un gardien qui aime beaucoup sortir et cetera. On l'a vu, aussi au match retour, il y a quelques actions, quelques balles en profondeur où il a dû sortir, intervenir parce que ça partait dans le dos de Cubarsí et de Nico Martinez. Donc ouais, l'Inter a su être réaliste devant. Je pense qu'ils savaient qu'ils allaient pas avoir beaucoup d'occasions et de toute façon qu'ils allaient devoir les mettre. Mais après, pour revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de gens critiquer, le Barça, dire que quand même, pour s'en prendre 6 comme ça, fallait le faire. Mais je mettrais, aussi l'accent sur le fait qu'ils ont réussi à marquer six buts à la meilleure défense et je trouve ça quand même, assez bien pour une équipe comme ça. Louis, j'ai l'impression que tu veux dire quelque chose. Bah, alors, oui, tu le disais du coup, l'Inter qui a marqué 7 fois sur ses 10 tirs cadrés du coup sur cette double confrontation, je pense ce qui a péché du côté du Barça, c'est comme le disait Dorian, c'est de pas avoir un grand gardien. L'Inter a un grand gardien, c'est Yann Sommer.
Je crois que 6 millions d'euros, ils l'ont recruté en se débarrassant d'Onana à United pour 50 50 millions. millions. Frauduleux. Franchement, on a du mal à comprendre, mais l'Inter, à chaque fois, de toute façon, en termes de mercato, ils sont toujours dans les bons coups. Ils accentuent beaucoup leur recrutement, tu sais, sur les joueurs libres. Ça paye, hein, parce que Mkhitaryan, Çalhanoğlu, des joueurs comme ça, c'est des recrutements gratuits Intelligent, ouais. et ouais, intelligents, tu vois. Et finalement, l'expérience de l'Inter a payé, puisque c'est l'équipe la plus expérimentée, je crois, de cette Ligue des Champions, Mmh. en termes d'âge. En termes d'âge et même en termes de joueurs, hein, qui ont joué Ouais, même ouais. la finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans. Et très encourageant pour le Barça parce qu'on a vu un Barça offensivement qui était spectaculaire avec peut-être le meilleur joueur des 15 prochaines années, Lamine Yamal, 14 dribbles réussis, hein, dans la rencontre. Euh, dans un match à élimination directe de Ligue des Champions, il n'y a que 2 joueurs qui ont fait mieux que lui, c'est Neymar et Lionel Messi. Neymar a fait 2 fois 15 dribbles réussis, en 2017 face à la Juve et en 2020 face à l'Atalanta Bergame. Et Messi a réussi 16 dribbles face à Manchester United en 2008. Donc c'est dire à quel point Lamine Yamal, à seulement 17 ans, va exploser et explose déjà les défenses du monde entier et va continuer sûrement de grandir et peut-être, qui sait, ramener une Ligue des Champions en Catalogne. Personnellement, j'ai trouvé que ce parcours et ce FC Barcelone ressemblait un peu pas au projet, mais à ce qu'on a pu voir du Paris Saint-Germain l'année dernière d'un point de vue extérieur. Un parcours qui semble, à l'extérieur forcément, plus facile que peut-être de l'autre côté, même si bon, c'est bien évidemment la Ligue des Champions, tout est compliqué. Et au final, le club s'arrête aux portes de la finale avec un tout nouveau projet, un nouvel entraîneur. Est-ce qu'on sent pas que c'est peut-être c'était peut-être trop tôt pour le FC Barcelone d'aller en finale? Le projet vient seulement de commencer, ça fait même pas un an que Hansi Flick est arrivé sur le banc du FC Barcelone et c'est peut-être très encourageant pour la suite dans les années à venir. Bah, personnellement, au début de saison, oui, ce Barça, on le voyait pas aller non plus très loin. On se doutait qu'ils allaient certainement faire une meilleure saison que celle avec Xavi, enfin, du moins sur le plan tactique et avec les joueurs qu'ils avaient. Mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce qu'ils aillent aussi loin et personnellement, ouais, ça m'a surpris de les voir terrasser, le Real Madrid, que ce soit en championnat ou en coupe et même les autres adversaires en Ligue des Champions. Franchement, cette équipe du Barça, elle a montré de bonnes choses. Après, j'en avais déjà discuté avec certains du média. Est-ce que l'année prochaine, ça va continuer sur cette lancée? Est-ce que Rafinha, qui fait une saison extraordinaire, va refaire ça la saison prochaine? Est-ce que Lewandowski, qui a quand même 36 ans, il me semble, va t'en planter 40 la saison prochaine encore? Après, tu as quand même beaucoup de jeunes qui sont encore en capacité d'évoluer. Je pense notamment à Pedri, Yamal, qui ont à peine la vingtaine. Donc, franchement, le Barça a tout devant lui pour réussir les prochaines saisons. Louis? Bah, Dorian l'a dit très justement, c'est la jeunesse, pour moi le point fort du Barça avec Pedri, Gavi, Yamal, Cubarsí. Voilà, il faut construire, je pense, autour de ça. Et il va falloir, très important, Dorian l'a très bien souligné, se renouveler parce que il y a des joueurs du Barça qui sont pas sur le déclin, mais qui vont commencer à être sur le déclin. Lewandowski, alors Rafinha, il a 28 ans, mais on sait très bien que le pic de performance pour un joueur de foot, c'est autour des 29 ans. Donc, ce pic de performance pour Rafinha, il ne va pas durer excessivement longtemps. Au milieu de terrain, alors on a eu un De Jong. Je sais que beaucoup de supporters barcelonais sont très mitigés sur De Jong, sur son passage en Catalogne. Et puis la défense, et là, il va falloir faire un gros travail, je pense, de recrutement, que ce soit défense ou au gardien de but, parce que Araujo, je pense que c'est sa dernière saison au sein du club catalan, hein, qu'on se le dise honnêtement. Et puis, gardien de but, Ter Stegen, j'ai jamais été un grand fan de Ter Stegen. Je ne sais pas si c'est le cas avec des supporters barcelonais. Et puis Szczęsny qui est là pour le remplacer. Bon, ce sera que pour cette saison parce que c'est clairement insuffisant si tu veux aller chercher les plus gros trophées comme la Ligue des Champions. Vous l'avez dit, vous avez parlé de joueurs qui potentiellement, du côté du Barça, ont été en dessous. Je pense aussi à potentiellement un Pedri, même par moment un Rafinha, même s'il a marqué un beau but. Est-ce qu'on n'a pas senti, ouais, des joueurs du Barça en dessous de leur niveau habituel dans cette demi-finale retour de Ligue des Champions? Moi, je pense plutôt que c'était l'Inter qui était au-dessus.
avec un Dumfries, par exemple, qui s'est complètement éveillé dans cette double confrontation. Confrontation. Sur les 7 buts de l'Inter, il est impliqué sur 5. Donc c'est dire, à quel point, vraiment, l'Inter a en fait, a franchi un cap d'un coup face à un adversaire aussi fort. Parce que, avant la rencontre, faut le rappeler, Barça, c'était la meilleure attaque de la compétition. Elle faisait partie, pardon, Barcelone, de cette équipe, de top 3 des meilleures équipes d'Europe. Donc, il fallait franchir un cap. L'Inter l'a franchi. Et je pense pas que ce soit Barcelone qui était en dessous. On connaissait déjà très bien les failles défensives de Barcelone. C'est l'Inter qui s'est éveillé, en fait, qui s'est mis au-dessus, à l'image d'Edsel Dumfries. Plutôt d'accord, Dorian? Bah, oui, assez d'accord. Après, je dirais quand même que Barcelone n'a pas été épargné par les blessures sur la double confrontation. Il y a notamment l'absence de Koundé et de Baldé qui font très mal côté latéraux. Tu as Lewandowski qui était incertain pour le match retour et ça a joué ça a joué avec Ferran Torres devant. C'est vrai que Ferran Torres, personnellement, moi, j'ai trouvé qu'il essayait de jouer un peu comme si c'était Lewandowski, essayer de le trouver en pivot et tout. C'est pas un poste, enfin, un rôle, je trouve auquel il est très, très fort là-dedans. Il est meilleur, je trouve, en profondeur ou sur le côté. Mais c'est vrai qu'avec une défense très resserrée comme ça de l'Inter, ça a du mal à passer. Et après, je pense que de pas avoir fait tourner aussi, après c'était un choix de Hansi Flick de pas faire tourner de la saison. Après, il pouvait pas vraiment se le permettre non plus au vu du peu de profondeur de banc que tu avais. Mais du coup, moi personnellement, j'ai senti que les joueurs étaient très fatigués côté Barcelone. Les prolongations, ça certes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils avaient la possession, mais franchement, ils bougeaient pas. Ils avaient du mal à faire des appels et cetera. Donc ouais, surtout en plus, la finale, il y avait la finale de coupe contre le Real juste avant. Ils sont aussi à leur prolongation. Je pense que vraiment ils étaient lessivés et Hansi Flick a fait ce qu'il pouvait. Il a fait rentrer à la fin, je pense notamment Hector Ford et cetera, mais bon, c'était pas suffisant. Après, comme tu l'as dit, oui, l'Inter a su bien gérer, ses joueurs et a eu l'expérience pour aller chercher cette victoire. Pour le coup, tu m'as piqué ma question sur le turnover, du FC Barcelone. On a senti, hein, du coup, pour le coup, que peut-être ce turnover, beaucoup, tu l'as dit, Koundé, Baldé qui était pas présent. Donc forcément, je vais pas vous reposer la question, mais je vais partir sur autre chose, sur un petit débat, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, surtout du côté des Barcelonais. On a senti, hein, que, peut-être Marcignac, avait fait des choix, plus ou moins compliqués, à prendre en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage, du soir? Est-ce que vous avez senti que c'était un match qui était scandaleux ou simplement il y a des erreurs, ça arrive en tant qu'arbitre, dans un gros match de Ligue des Champions? Bah, il y a eu des erreurs, certes, mais c'est pas de là à dire, à crier au scandale, hein, parce que même sans ces erreurs-là, je pense que l'Inter aurait eu les armes pour se qualifier et le Barça aurait tout de même été vaincu. Donc, bon, il y a eu des erreurs, mais encore une fois, pas suffisant pour crier au scandale. On parle par exemple de cette faute, hein, potentielle de Denzel Dumfries, donc sur Gérard Martin sur le dernier but. Est-ce que pour toi, Dorian, il y a faute justement sur Gérard Martin? Moi, je trouve qu'il y a faute. Après, c'est léger en vrai. L'arbitre est un peu loin sur l'action, il voit pas très bien. Après, moi, là où je reproche surtout, c'est pas que ce match-là, en fait, mais c'est de pas enfin, la VAR, je me demande à quoi elle sert dans les moments-là, en fait et elle a jamais été appelée de tout le match, que ça soit pour, les potentiels pénaltys du côté du Barça, même, la poussette sur Pedri de Acerbi. Ouais, c'est là que je trouve ça dommage. Après, en tant qu'arbitre, je suis à sa place, ça se trouve, je siffle pas, hein, mais ouais, c'est compliqué après. Mais je trouve pas qu'il y ait eu vraiment pour revenir à ça, je trouve pas qu'il y ait eu énormément de scandales non plus. Il y a eu des erreurs comme vous l'avez dit. Après je pense que, bah, c'est une demi-finale, tu joues au stade, de Milan. Les supporters, qui hurlent, à chaque action, même, à travers, la télé, on les entendait. Donc je pense que ça aide pas non plus l'arbitre. Moi, ouais, ce qui est dommage juste, je trouve, c'est la VAR, mais c'est pas que sur ce match-là. Ce serait plus, un truc à ajouter où les coachs devraient avoir peut-être un appel à la VAR une fois par match. On a senti, qu'il y avait un Di Marco qui était, sur le le côté, sur les vraiment les reins de Lamine Yamal. On peut lui reprocher de ne pas avoir mis
pas lui avoir mis, pardon, un carton jaune plus tôt à Di Marco, pas mal de fautes sur le joueur. Louis, pour le coup, est-ce qu'on peut reprocher à ce genre d'arbitre, même pas forcément que sur le Barça, mais sur les matchs de Ligue des Champions, de pas assez protéger les joueurs de ce type? Oui, 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 ça fait clairement partie, alors, ce Di Marco, ça fait clairement partie de l'une des erreurs de cet arbitre, sur cette rencontre, heu et du football en général. Moi, je me souviens très bien, en Ligue 1, à une époque, on parlait beaucoup, de Neymar. Parce que Neymar était un joueur, à l'image de Lamine Yamal, très provocateur, qui réussissait beaucoup de dribbles et qui prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups et les joueurs de Ligue 1 qui étaient très peu, sanctionnés et Neymar qui enchaînait donc les blessures. Alors c'est pas uniquement évidemment lié à ce qui se passait sur le terrain, mais en grande partie. Donc il faut je suis d'accord, avec cette idée de protéger un petit peu plus les artistes parce que plus que jamais, c'est eux qui nous font rêver et plus que jamais, c'est eux qui attirent, les nouveaux fans de football, en fait, qui font vivre le milieu. Parce qu'un joueur comme Lamine Yamal, il va donner des étoiles dans les yeux à nos petits frères, à nos enfants, alors qu'un Acerbi, alors, respect pour Acerbi qui a inscrit un but en demi-finale de Ligue des Champions, son premier, je crois, mais c'est pas Acerbi qui va faire rêver les enfants en finale de Ligue des Champions en défense centrale. C'est des joueurs comme Lamine Yamal, comme Ousmane Dembélé, comme Vitinha, des artistes hein, comme Messi, Neymar, c'est des joueurs comme ça qui ont qui ont ramené, qui ont rameuté des bons nombres de fans de foot, Cristiano Ronaldo aussi. C'est pas des joueurs comme Sergio Ramos, et encore un immense respect à Sergio Ramos, c'est une légende vivante, c'est l'un Attention. des meilleurs centraux de l'histoire. Mais c'est pas Ramos qui donnait des étoiles dans les yeux aux petits de 7 ans. C'est Neymar, c'est Messi, c'est Ronaldo. Donc oui, il faut protéger nos artistes. Pour le coup, je vais vous poser la question à tous les 2 et c'est ma dernière question sur ce match-là et sur l'arbitrage. Y avait-il penalty, du coup, sur ce tacle de Mkhitaryan, dans la surface? Est-ce que c'était réellement dans la surface ou c'était en dehors? Alors moi, je dirais en dehors, personnellement, je sais pas ce que tu en penses, Dorian, mais Mmh, bah, enfin moi ce que j'ai vu et j'ai essayé de revoir les images, il y a une première faute qui est en dehors et une deuxième qui est dedans. L'arbitre fait le choix de revenir sur la première et du coup de donner un coup franc. Mais du Après coup, c'est tu un aurais style mis de quoi toi, décision. Dorian? Bah, je vais pas contredire, enfin Ah, non après la première est dehors donc dehors. vous il doit avez logiquement revenir à la première faute, Dorian. Oui. Ah, Vous avez voilà. vu le bon travail d'un journaliste, bien évidemment, essayer d'être neutre dans ce genre de situation. Merci Dorian, c'est pas Axel, je pense, qui aurait dit ça. Bon, on va très clairement continuer sur ce deuxième match, un match qui s'est déroulé un peu plus tard, du coup, hier soir. Si vous entendez que ma gorge bégaye un peu, c'est peut-être à cause de ce match, mais bon, on va essayer de rester neutre, hein, justement, là-dessus. Le Paris Saint-Germain, hier, recevait Arsenal, justement, au Parc des Princes, un Parc des Princes aux couleurs rouge et bleu, un Parc des Princes avec pas mal d'ambiance, très, très bonne ambiance même d'ailleurs, des feux d'artifice étaient prévus. Euh, pour le coup, on a senti un Arsenal directement, contrairement au match aller. Dans leur match, un Arsenal dans les 15 premières minutes très, très, très presseurs. Ils étaient là dans le pressing, et ils étaient très dominants. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Est-ce que le Paris Saint-Germain mérite de passer pour le coup, Louis? Je pense que c'est l'équipe qui a été la plus réaliste et en fait, elle le prouve, via le résultat. C'est que Paris a su, concrétiser ses occasions, pas toutes d'ailleurs, mais a su, les concrétiser, en tout cas plus que Arsenal, puisque Arsenal, je crois, est à, 2,90 d'XG, Bah, je vais donc montrer les statistiques, ah bah, voilà, 2,90 2 d'XG, voilà, et 2,90 d'XG, voilà, j'en parlais, 54 de possession. Donc en fait, c'est juste une histoire de réalisme. Parce que justement, Arsenal, alors est-ce que c'est dû au manque de joueurs avec les blessés importants, Gabriel Jesus, Kai Havertz, même Gabriel qui est très, très précieux sur coup de pied arrêté. Je ne sais pas, franchement, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, l'équipe la plus réaliste à gagner, c'était Paris et Arsenal, voilà, devait se montrer, plus réaliste, plus concret, notamment via Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été très bien muselés, il faut le dire aussi, par, la défense parisienne et puis, encore une fois, Paris qui peut compter sur un immense gardien, Donnarumma, qui a sorti encore, une prestation, exceptionnelle qui a permis aux Parisiens de décrocher son ticket pour la finale.
Dorian, on aime bien utiliser ce genre d'expression, on dit que c'est souvent une victoire de champion, ce genre de victoire, une victoire où on sent que le Paris Saint-Germain n'a pas forcément été le meilleur potentiellement dans la rencontre et pourtant, voilà, ils ont des grands joueurs, tu l'as dit, Louis, un Donnarumma excellent et pour le coup, des joueurs qui ont réussi à se battre, à rester solides, mentalement, physiquement tout au long de la rencontre. Mais est-ce qu'on parlerait pas d'une victoire de champion pour le Paris Saint-Germain? Ouais, en vrai, on peut dire ça, je pense. C'était une victoire, très collective, je trouve, où vraiment, il y a peu, je trouve, d'individualité qui s'est vraiment démarquée dans ce match-là et côté PSG. C'était vraiment toute l'équipe faisait les efforts. Ils se sont fait beaucoup dominer, les 20-30 premières minutes, ce Paris. Comme tu l'as dit, Donnarumma a sorti vraiment des arrêts incroyables, genre je revenais pas devant la télé. Et je pense que ça faisait partie de la tactique, d'Enrique, il savait qu'Arsenal allait devoir plus se livrer peut-être, avec, le retard qu'ils avaient et je trouve que c'est là où Hakimi et Nuno Mendes ont été très intéressants, c'est que les contre-attaques des 2 côtés, ça partait très, très, très vite et c'est ce qui a permis, au Paris Saint-Germain de bien jouer ses contres. Pour le coup, Louis, on a senti que, durant le match aller, il manquait un joueur au milieu de terrain, c'était Thomas Partey. Il était présent lors du 2e match. Beaucoup aimaient dire, que cet homme allait changer quelque chose. Est-ce qu'il a vraiment changé, quelque chose du côté d'Arsenal? Alors, mea culpa, je faisais partie des personnes, qui pensaient que Thomas Partey allait changer peut-être la physionomie un petit peu de ce milieu de terrain et force est de constater que pas du tout. Parce que, tout simplement, Vitinha, Fabian Ruiz et surtout Joao Neves qui a encore une fois sorti du grand Neves ce soir, a dégoûté tout simplement les Gunners, le milieu de terrain Gunners. Parce que, en fait, simplement Joao Neves et le milieu de terrain parisien en général est au-dessus du milieu de terrain londonien. Donc malheureusement, il n'y a pas photo sur le niveau des deux équipes. Clairement, cette bataille du milieu de terrain a été remportée par le PSG et Thomas Partey n'a rien pu faire malgré toutes ces touches longues durant les 90 Ah, un minutes. sacré rugbyman. Je pense que vous l'avez tous constaté, le nombre de touches longues qu'il a pu réaliser dans cette partie. Et au final, on pensait que sa présence allait permettre à Declan Rice de monter d'un cran, d'être un petit peu plus Ça a été présent un peu le offensivement. cas quand même. Impactant, ça a été le cas, mais au final, pour pas grand-chose. Parce que, voilà, le résultat le dit de lui-même. Arsenal a perdu, Arsenal ne s'est pas qualifié, et Paris est en finale de Ligue des Champions. Pour le plus grand bonheur, des Français, j'ai l'impression. Tu parlais de niveau, de justement d'équipe. Arteta a dit après le match, c'est la meilleure équipe qui est sortie. Dorian, est-ce que tu es plutôt d'accord avec, Arteta? Est-ce que parler même de la meilleure équipe de la Ligue des Champions pour Arsenal, est-ce qu'on peut vraiment considérer Arsenal comme la meilleure équipe de la Ligue des Champions? Il a vraiment dit ça, pour le coup? Oui. Je l'avais vraiment pas vu. Luis Enrique l'a contredit pour le coup, après le match, même en citant le fameux Farmers League, hein, heu, mais heu, mais mais heu, mais pour le coup, non, non, il a bien dit ça, Arteta. Il a dit que la meilleure équipe de la Ligue des Champions, en parlant même de toute la compétition, était sortie, ce soir. Non, je suis vraiment enfin, absolument pas d'accord avec ça. On n'a jamais mis Arsenal en tant que favori pour la Ligue des Champions. Certes, ils ont fini dans le top 8 en phase de groupe, ils sont qualifiés directement pour les huitièmes, ce qui était assez bien comparé aux gros clubs qui étaient pas dans le top 8. Mais Arsenal n'a jamais vraiment, inquiété grandement ses adversaires, n'a jamais vraiment fait très, très peur, je trouve. Et même, on regarde contre le Real, bon, ils leur ont donné tort, mais même eux, ils y croyaient encore, le Real au match retour. Donc c'est pour montrer à quel point Arsenal ne leur a pas vraiment fait peur. Bon, ils ont réussi à se qualifier, tant mieux pour eux, mais Paris a été plus réaliste dans cette double confrontation. Je ne vois pas, pourquoi il a dit ça et pourquoi Arsenal, est selon lui la meilleure équipe de cette Ligue des Champions. Arsenal n'est enfin, les dernières années, ils galéraient, en huitièmes de finale, pour se qualifier donc J'aimerais Ouais, ajouter d'ailleurs ouais, que ce que j'allais la demander. meilleure équipe de la Ligue des Champions va faire saison blanche encore. Bizarre pour la meilleure équipe de la Ligue des Champions, monsieur Arteta. Mais Ouais, évidemment, j'aimerais il dit ça pour protéger ses joueurs et pour ses supporters. Donc, pour le coup et après il a dit qu'il serait un fervent supporter du Paris Saint-Germain en finale. Donc forcément,
On sent que c'était pas pour faire mal, hein, au Paris Saint-Germain, mais pour le coup, c'était plus, ouais, forcément pour juste, montrer que, voilà, il est quand même derrière son club et c'est tout à fait logique. Bon, est-ce que dans ce match-là, on a senti qu'il y allait y avoir un gros duel au milieu de terrain? Pour le coup, bon, Vitinha était présent. Comme on n'a pas parlé de Fabian Ruiz qui sort sa meilleure, je crois, performance de la saison avec un but exceptionnel, hein, sans vouloir, vous Non mais saucez mon équipe, tu es ouais, réaliste, voilà, un c'est le but but est incroyable. exceptionnel. Le but est exceptionnel, premier but qui donc délivre un peu le Paris Saint-Germain et enfin, João Neves qui ne fait pas son âge, l'impression qu'il a 28 ans, le bonhomme. Pour le coup, est-ce que, voilà, le Paris Saint-Germain n'a pas encore prouvé que son milieu de terrain était, peut-être l'un des meilleurs de la saison en Europe et est-ce que c'est pas ça qui fait la puissance du Paris Saint-Germain, Louis? Bah, c'est ce que je disais il y a quelques instants. C'est le milieu de terrain était au-dessus d'Arsenal et plus généralement, je pense qu'on peut parler d'un des meilleurs milieux de terrain, de la saison et d'Europe parce que, Fabian Ruiz, on revoit enfin, le Fabian Ruiz de l'Euro. Joao Neves, comme tu le disais, on a l'impression qu'il a 28 ans, qu'il est à son prime alors que le petit bonhomme, il est tout jeune et puis Vitinha qui contrôle, je dirais intelligemment tout ça, en poste de sentinelle, de point de base de numéro 6. Donc, franchement, c'est superbe. C'est super à avoir joué ce genre de milieu de terrain-là, qui donne beaucoup d'intensité à ce genre de match. Et on le sait, je pense que vous le savez, on le sait tous, la base d'un match de foot, c'est pas les attaquants, c'est pas la défense, c'est le milieu de terrain. Voilà. Lorient, qu'est-ce que alors Arsenal est du coup sorti, hein, de cette Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il aurait fallu changer dans cette peut-être double confrontation, voire même sur ce match retour pour faire la différence? Bah, il y a rien à changer, je trouve, ça manque ça a manqué de réalisme, hein. Le réalisme, ils l'ont eu contre le Real, ça les a fait gagner. Ils l'ont pas eu contre le PSG et ils ont perdu sur ça. Je pense que tu peux pas faire grand-chose d'autre avec, en tout cas les joueurs qui étaient disponibles. On l'a dit, il y a des blessés, mais il y a eu des blessés contre Madrid aussi, ils sont passés. Donc, je pense que c'est juste une question de finition et quand je pense notamment à l'action à la fin où Saka est tout seul face au but et qu'il la met au-dessus, tu te dis: «Mais à quel moment tu rates ça?» c'est c'est tu entre Ce guillemets joueur m'a «l'occasion tellement fait de» penser à Raheem Sterling, continuons, c'est l'occasion de revenir vraiment et tu rates ça, tu peux plus rien faire après. Pour le coup, le Paris Saint-Germain, lui est passé, mais du coup Louis, pour le coup, qu'est-ce que Paris aurait pu changer pour faire un meilleur match? On les a sentis forcément pas forcément à leur meilleur, avantage, on va dire. Qu'est-ce que Paris aurait pu changer tactiquement? Mmh. Pas grand-chose en vrai, si ce n'est, je pense, peut-être, un des attaquants. Parce qu'on a vu, Bradley Barcola, manquer pas mal d'occasions, malgré, le réalisme important du PSG. Il a manqué pas mal d'occasions. On l'a vu un petit peu, on le voit plus sous son pardon, meilleur jour, Bradley Barcola. Lui qui en début de saison réalisait, des performances, de bonnes performances, hein. Je dirais pas, performances incroyables, mais de bonnes performances. Et le fait de ne pas avoir un Ousmane Dembélé, qui puisse faire reculer la défense d'Arsenal, qui puisse justement conclure les occasions que Barcola a eues à plusieurs reprises, je pense que ça a pu jouer parce que, si tu tues l'adversaire plus tôt, bah, évidemment, le match, tu le contrôles plus facilement, tu te mets, à l'abri plus rapidement et forcément, la demi-finale passe pour, un match de phase de poule, quoi. Donc voilà, s'il y avait quelque chose à changer, je pense, ça aurait été, sur ce poste de numéro 9 au PSG. Pour le coup, il y a eu quand même pas mal d'occasions ratées. Tu le disais, Louis, pour le Paris Saint-Germain, Dorian. Est-ce que c'est une erreur professionnelle d'être les joueurs, enfin, pour les joueurs du Paris Saint-Germain, d'avoir autant raté, même si de 2 côtés, forcément, du coup, on l'a dit avec cette fameuse occasion de Saka, mais il y a aussi un penalty, raté, hein, de Vitinha. Est-ce que ça fait juste partie des émotions? Voilà, un penalty raté à ce moment-là avec un David Raya peut-être qui a réussi à se transcender ou très clairement, ça peut, faire, défaut au Paris Saint-Germain? Que ça soit, en fin de saison, contre l'Inter en finale ou dans les saisons prochaines. Bah, parce je trouve que le PSG a vraiment, ont vraiment changé leur mentalité, je trouve depuis l'année dernière où, bah, avant quand ils rataient, tu l'impression que c'était un peu la fin du monde limite et ils arrivaient pas à s'en remettre.
Là, pour le coup, même après le penalty raté de Vitinha, j'ai trouvé qu'ils étaient pas sortis de leur match non plus. Et vraiment, ouais, c'est ça qui a fait la différence et je pense que Enrique, c'est lui qui dicte cette mentalité un peu du côté du Paris Saint-Germain où on les voit plus craquer comme avant, en fait et même en ratant des occasions, ils restent dans leur match et ils passent à autre chose et c'est ça que je trouve fort vraiment, sur le PSG, s depuis la saison dernière. Pour le coup, on parle d'un collectif du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pas ça qui ferait la force, Louis, du PSG? On a senti un Kvaratskhelia qui revenait des fois plus en des fois, au bout d'un moment, on a vu Kvara défenseur gauche et Nuno Mendes devant, on comprenait pas ce qui se passait. Est-ce que c'est pas ça qui fait la différence? Un Nuno Mendes qui fait des différences offensivement, un Hakimi qui marque le but de la victoire? Est-ce que c'est pas vraiment ça, le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui? Bah, ouais, et puis, Dorian l'a très bien dit, l'artisan de tout ça, c'est Luis Enrique qui a construit tout ça et il y a un avis, de Bruce Granek notamment qui remonte pas mal dans toute J'allais le On en a dire. l'actu bien parlé, hein, que c'était tout le de monde cette a année. vu, je pense, ce fameux avis sur Mbappé. Mbappé qui transforme une équipe et les autres qui vont devoir construire un collectif, pour se mettre tous un petit peu plus en avant et vraiment marquer en équipe et pas dire à Kylian: «Bon allez, tu me les mets mes 50 buts par saison, comme ça nous on est tranquille, on gagne la Ligue 1, ouais, on va vite fait en demi-finale de Ligue des Champions, on gagne la Coupe de France et puis basta». Non là, 11 joueurs sont impliqués, même plus en vrai. En vrai, je pense que je dirais une quinzaine de joueurs sont Ouais, ce que même impliqués, que ceux ce qui étaient soit sur le banc. exactement, une quinzaine de joueurs sont impliqués, que ce soit titulaires ou remplaçants. Ils sont à 100 à l'image de Kvara que j'ai trouvé, personnellement, sensationnel, Mbappé ne ferait pas ça. Kylian Mbappé ne ferait pas ce genre d'effort défensif. Donc on voit vraiment, en fait, les uns qui se battent pour les autres, une équipe, une famille même, heu et ça, les Parisiens le doivent à Luis Enrique qui a réalisé un travail exceptionnel depuis maintenant, depuis qu'il est arrivé, donc presque 2 ans. Voilà. Pour le coup, on va continuer sur ce collectif, du Paris Saint-Germain. On parle de Luis Enrique, mais on parle aussi de nouveaux joueurs cette saison qui font forcément la différence. On a parlé de Kvaratskhelia, on a parlé de João Neves et on parle même d'autres joueurs qui sont arrivés, Désiré Doué qui était aussi titulaire, et pourtant, ce sont des joueurs qui sont arrivés, pour la plupart cet été, mais Kvaratskhelia est arrivé cet hiver. Comment on peut expliquer, ça? Comment on peut expliquer que des joueurs qui viennent d'arriver, peuvent puisse faire autant la différence dans ce genre de match. Est-ce qu'on peut parler d'un très bon mercato de la part de un Luis Campos et une bonne intégration de la part du staff du Paris Saint-Germain d'Orient? Ouais, par rapport à ça, je trouve que le mercato est un peu, à l'image de ce que Manchester City faisait il y a quelques saisons, où ça allait chercher des joueurs forts dans leur domaine, avec un profil, très ciblé et où ces joueurs-là justement, enfin, on va dire entre guillemets «transcendaient» une équipe. Ils faisaient vraiment la différence, sans pour autant être une individualité forte, pardon, et c'est ça que je trouve fort en fait avec le PSG, c'est que Heu, tu fais du recrutement intelligent sans avoir d'individualité, dans l'équipe. Il y a pas de joueur vraiment qui se démarque, qui est vraiment la star de cette équipe, même s'il y a Ousmane Dembélé. Mais même Ousmane Dembélé, Enrique n'a pas hésité à le mettre sur le banc, justement contre Arsenal, En phase de ligue. en phase de ligue, ouais. Donc ouais, c'est des joueurs qui ont envie, qui sont intéressés par le projet, pas des joueurs qui arrivaient en fin de contrat, qui étaient en fin de carrière, qui en avaient un peu rien à faire, qui venaient prendre leur chèque les saisons dernières. Je pense notamment à bon, il y a eu Messi, en vrai, fait, je pense, un peu partie de cette catégorie. Il y a eu Ramos aussi dans ce cas-là. C'est-à-dire c'est des joueurs sur le papier qui, sont grands, qui ont un prestige, un palmarès et cetera, mais c'est pas des joueurs qui ont l'envie comme les joueurs qui sont là actuellement. Louis? Oui, oui, il a raison de le dire et puis, ce que j'aimerais ajouter, c'est que, la signature des grands joueurs, c'est cette capacité à s'adapter, à l'image de Kvaratskhelia qui s'est parfaitement adapté dans j'ai envie de dire, dans cette famille parisienne maintenant. Parce que, c'est voilà, il est arrivé, justement à ce mercato d'hiver et depuis qu'il est arrivé, alors, coïncidence ou pas, en 2025, le PSG est sensationnel. Donc je pense que pour moi, ce mercato d'hiver a eu un impact, très important sur le PSG et fait que maintenant on les voit aussi performants, de par la présence de Kvaratskhelia et puis même les départs de certains joueurs qui peut-être pouvaient amener
une ambiance négative au sein du vestiaire. Je pense à Kolo Muani qui, malgré les chances que Luis Enrique lui donnait, n'arrivait pas à aller chercher des points, à regagner une place de titulaire. Je pense à Asensio, qu'on ne voyait presque jamais. On l'a vu que durant le premier mois où il est arrivé à Paris. Et moi, après ce premier mois, je ne l'ai plus jamais vu fouler les pelouses du PSG. Enfin, il les a foulées, mais en tout cas, on n'en a pas souvenir. Et je pense que ces départs-là, en tout cas, ces présences-là pesaient sur le vestiaire. Et ces départs-là ont justement allégé ce vestiaire parisien et font que maintenant, la famille du PSG s'en sort beaucoup mieux. Pour le coup, dernière petite question, est-ce que c'était pas ça la différence de mettre un faux numéro 9? On a senti, beaucoup critiquer au début un Ousmane Dembélé, pour le coup, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais des actions assez similaires, hein, dans ce genre, de match. Je pense à cette occasion, au match aller de Ousmane Dembélé qui vient prendre le ballon au centre du terrain, qui le remonte, qui l'envoie sur le côté. Kvara, qui vient la remettre à Ousmane Dembélé. Contre Liverpool, c'est la même chose, hein, Ousmane Dembélé qui vient justement, prendre le ballon au milieu de terrain, le remonter avant de la faire à Bradley Barcola qui revient sur Ousmane Dembélé. Ce genre d'occasion, on commence à avoir l'habitude avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pas ça qui a fait un changement? Cette confiance que Luis Enrique a eue dans cette idée de mettre un faux numéro 9, que ça soit Désiré Doué hier ou que ça soit Ousmane Dembélé en cas général, même s'il y a cette pivotation entre les joueurs, en attaque. Bah, je pense qu'un grand attaquant, ça change une équipe de toute façon. On voit avec City, qui, en Ligue des Champions, ils allaient en demi-finale. Une fois qu'ils ont eu Erling Haaland, bah, ils sont allés la chercher. Après je pense que, même Enrique l'année dernière avec Mbappé, il savait que numéro 9 c'était pas son poste, il jouait comme ça également. Là, je de toute façon, il fait avec ce qu'il a et les numéros 9 ne courent pas sur le marché des transferts actuellement. Mais après, il a trouvé la solution pour que ça fonctionne, donc tant mieux pour le PSG, tant mieux pour lui. C'est vrai que je pense que pas grand monde s'attendait à ce que Ousmane Dembélé puisse être la star offensive ou à marquer autant de buts, délivrer autant de passes décisives cette saison et on peut l enfin, moi, personnellement, je peux que tirer mon chapeau pour ça. Louis? On peut remercier les amis d'Ousmane Dembélé pour les rolettes de Patek qui ont permis son réveil soudain. Non, mais on savait que Dembélé travaillait depuis quelques mois maintenant, en fait, depuis à peu près au moment de son arrivée au PSG, il travaillait avec des préparateurs personnels. Donc, on pouvait imaginer un Dembélé un petit peu plus performant. Déjà, physiquement, on a vu il avait beaucoup moins de pépins physiques par rapport avant son arrivée Toute au l'équipe très clairement PSG. là-dessus. Et, ouais, effectivement. Et au final, le travail finit par payer. Le travail paie toujours. Il a travaillé, Ousmane Dembélé, et ça paye pour lui. Il arrive à faire une année 2025 plutôt grandiose. Et il faut remercier aussi ses milieux de terrain. Parce que si justement il peut faire ses appels de faux neuf à l'intérieur du jeu, c'est grâce à, par exemple, Joao Neves et Fabian Ruiz qui vont permuter, faire des mouvements pour faire que au milieu de terrain, tu as un espace pour que Dembélé décroche. Et ensuite, lui, il est face au jeu. Dès qu'il a le ballon, si tu regardes bien, les deux ailiers et même parfois les pistons montent directement. Comme ça, Dembélé, il est face au jeu. Il reçoit le ballon dos au jeu, il se retourne, il est face au jeu. Il a deux solutions, droite, gauche, qui choisit. Au match aller, il a choisi Gvishak Kvaratskhelia. Ça a payé, il a marqué. Et puis voilà, donc bravo Dembélé, bravo Luis Enrique. Ousmane Dembélé, buteur à l'aller, passeur décisif au retour. Je Je la vais sens poser venir la question. pour pardon, très clairement un Rafinha, un Yamal, un Pedri même out, un Salah out de la Champions League. Cette question a un peu rien à voir, même si elle a quand même un petit lien avec la Champions. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que Ousmane Dembélé, s'il vient la chercher, on va pas essayer de porter l'œil au Paris Saint-Germain, mais pourrait faire partie de ses favoris pour aller chercher le ballon d'or? Louis, vas-y, commence. Maintenant, C'est alors, c'est c'est je une pense question que que je non, pose. je pense que c'est une bonne question. C'est important de la poser parce que, on sait que le Ballon d'or, c'est un trophée majeur du football, malgré, la déception de certains vis-à-vis de ce trophée, notamment Arsène Wenger qui dit que je sais pas si vous avez vu, qui dit que le Ballon d'or a détruit certaines carrières. Bon,
Moi, je trouve que c'est un trophée, Un trophée individuel. collectif, ouais, un trophée individuel dans un sport collectif un peu. Et moi, exactement, je suis plutôt de cet avis. Je trouve qu'il a son importance. Maintenant, il reste quand même, une finale importante à jouer qui va définir un peu tout. Il y a la coupe du monde des clubs aussi qui va peut-être, jouer aussi sur le ballon d'or, donc il reste pas mal de matchs, de choses à voir avant de Peut-être une Nation désigner. League? Je non, L'Espagne et la France sont encore en lice. la Nation League, à mon avis, ne jouera pas dans la balance, hein. On sait que la Nation League, c'est une compétition pour remplacer les matchs amicaux, donc je suis pas sûr que ça ait une grande importance. Ce qui va jouer le plus, c'est la Ligue des Champions parce qu'on sait que c'est, la compétition la plus prisée, d'Europe, si ce n'est du monde. Évidemment club, hein, je parle. Et puis il y a cette coupe du monde, qui sera à mon avis, un niveau, peut-être non, un cran en dessous, je dirais, seulement de la Ligue des Champions, mais qui sera, moins importante que cette coupe aux grandes oreilles. Mais oui, Dembélé favori dans les ballons d'or. Je crois que les bookmakers même le mettent favori à À 30, ouais, 33,3%. Donc, exactement. attention à l'Inter parce que Lautaro Martinez n'est pas loin derrière. Je crois qu'il est à 15% en cinquième ou sixième position. Donc, Attention parce que Donnarumma est à 16%, hein. ce serait marrant de voir un gardien remporter le ballon d'or, mais bon, Mais avec Dembélé en lice, ça n'arrivera pas. Je pense à Neuer qui avait presque remporté le ballon d'or. Bon, c'est dommage, mais ouais, si Lautaro, tout est possible encore, hein, si Lautaro marque en finale de Ligue des Champions, que l'Inter remporte la Coupe du Monde des clubs. Je ne sais pas si d'ailleurs ils sont invités, l'Inter, avait information à vérifier évidemment, mais s'il venait à performer dans ces compétitions majeures, les cartes seraient rebattues. Mais à l'heure actuelle, je suis plutôt de l'avis des bookmakers. Ousmane Dembélé est favori pour remporter le Ballon d'Or. Je ne sais pas si c'est ton cas, Dorian, également. l'Inter Alors, est qualifié pour la Coupe du monde des clubs. Ah, voilà. Donc, voilà, Lautaro Avec la Martinez a encore toutes ses Juventus. chances pour remporter le Ballon d'Or, Lautaro. Dorian. alors, concernant le ballon d'or, Peut-être qu'il y en a, je sais que les Barcelonais disent que Lamine Yamal potentiellement peut mériter ce ballon d'or au vu de ses fulgurances. Bon, du coup, Dorian, ton avis? heu, dans l'hypothèse où, le PSG gagnerait la Ligue des Champions, je pense que oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, même actuellement, Dembélé est dans le top 3 de quasiment tout le monde, je pense, et un grand favori pour remporter le ballon d'or. Dans l'hypothèse où Paris irait gagner la Ligue des Champions, bien sûr que ça lui ferait des points en plus, surtout pour une première Ligue des Champions avec le PSG, en étant, le meilleur joueur dans la meilleure équipe. Après, individuellement, si on prend parce que le ballon d'or c'est censé récompenser le meilleur joueur, actuel. Heu, le meilleur joueur, pas forcément dans la meilleure équipe. Donc moi, je trouve personnellement que Raphinha et Yamal ont fait une saison extraordinaire. Heu, après chacun son avis. Puis Yamal après, peut-être un petit peu au niveau des stats, un petit peu compliqué. Ousmane Dembélé devant lui. Raphinha pour moi coche toutes les cases comme Ousmane Dembélé, hein. Il a les stats, il a le parcours, il a les moments clutch, on va dire, les moments décisifs. Après, tout dépendra, je pense, de toute façon, je l'avais dit, tout dépendra de ce que fait le Barça et le PSG. Bah, le PSG est passé devant. S'ils vont la chercher, bien sûr que ça ferait des points en plus pour Dembélé. Je me Peut-être, permets de ouais, rappeler tout ouais. de même les critères du Ballon d'Or. D'abord, c'est les performances individuelles qui priment. Ensuite, les performances collectives, donc avec les trophées. Et enfin, le fair play, la classe du joueur. Donc, ce qui peut peut-être peser, entre guillemets, en la balance de Dembélé, ça va être déjà ses stats rocambolesques et puis les trophées individuels. Alors, il est fair play. Je pense que personne ne s'oppose à son fair play. La classe, ça va, ça va. Il y a des joueurs plus classe que lui, mais ça va. En vrai, c'est pas honteux, quoi. Et donc, je pense qu'il fait un parfait favori. Alors, peut-être pas parfait, mais c'est l'un, si ce n'est le favori pour remporter le Ballon d'Or. Je tiens juste à rappeler, une petite phrase, hein. Si je tenais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais très loin déjà. Une grosse pensée à mon je vais pas dire mon ami, mais à Kylian Mbappé qui malheureusement, verra peut-être son collègue Ousmane Dembélé remporter
une Ligue des Champions, un Ballon d'Or Ouah, avec ça serait le fou, Paris hein. Saint-Germain. On vit quand même dans un univers parallèle Sacrée où époque, il y a hein. une demi-finale PSG-Arsenal, que le PSG est passé, que potentiellement un Merino est buteur de Arsenal et que un Désiré Doué, un Fabien Ruiz sont exceptionnels. Et même un Ousmane Dembélé peut potentiellement gagner le Ballon d'Or. On vit vraiment dans un univers parallèle. Je pense qu'on n'est pas vraiment dans Moi, je l'univers pense qui est que tu dis normal. ça à tous les fans de foot il y a 5 ans, personne ne Ah pouvait ben, prédire ça, donc pour le c'est coup, dire dans quel ça fait univers parallèle on vit. ça fait extrêmement plaisir, un Brest en Ligue des Champions. Ouais, voilà, effectivement. Bon, pour le coup, on va passer, hein, sur, nos de à parler de cette finale, on est obligé. On est presque à 24 jours de cette finale. On a l'impression qu'on peut acheter un calendrier de l'avent, hein. On va manger des chocolats avant que le la Ligue des Champions arrive. Cette finale donc, le Paris Saint-Germain qui est considéré à domicile, d'un point de vue, de l'UEFA, c'est vrai qu'on les a mis à gauche, mais pour le coup, voilà, cette finale à l'Allianz Arena, heu, dans ce stade du Bayern de Munich, on a l'habitude, hein, de voir ces finales, jouées là-bas. Je vais pas poser la question dès maintenant de cette, finalement, de cette localisation. D'abord, je vais vous demander votre favori dans cette rencontre, pour le coup et qui vous voyez, en domination de cette finale, justement, Louis, tu commences. Alors c'est compliqué parce que, Paris et l'Inter de Milan, c'est déjà 2 équipes qui ne sont jamais affrontées, hein, en compétition officielle. Donc c'est difficile déjà de donner un pronostic. Alors dans le jeu, je pense évidemment que Paris va dominer et que l'Inter va jouer sur transition comme, ça s'est passé face au Barça parce que, le PSG et le Barça, ont un jeu un petit peu similaire. Ils ont pas exactement le même jeu, mais ils ont un jeu un petit peu similaire où voilà, on pose le pied sur le ballon, on essaye de récupérer rapidement le ballon, à la perte. Je pense que voilà, déjà le match aura cette physionomie. Paris aura le ballon, l'Inter jouera sur contre-attaque. Maintenant le résultat, c'est un peu tôt, pour en parler parce que peut-être qu'il y a des absents côté Inter qui vont revenir. Peut-être que, le PSG aura des absents. Bon, on croise les doigts pour que ça se passe bien pour les Parisiens. Mais, voilà, très très compliqué de pronostiquer, à 24 jours, tu disais, de cette, finale de la Ligue des Champions. Peut-être point positif pour le PSG s'ils sont à domicile, ça veut dire que l'Inter aura le maillot extérieur et que le PSG pourra potentiellement choisir un maillot bleu. Donc peut-être pas le maillot domicile, mais maillot avec les ailes, voilà, histoire de conclure cette belle histoire Tu de as vraiment envie du maillot avec les ailes? Un petit maillot Schler? bah, j'ai l'impression que les supporters du PSG ont créé une histoire avec, un attachement. Alors au-delà du coup de com', j'ai l'impression qu'en termes de superstition, ça marche bien pour les Parisiens. Donc pourquoi pas aller en finale avec ce maillot qui, je pense, deviendrait collector, pour les Parisiens. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Pour le coup, effectivement, on va pas parler de superstition, on en parlera un peu plus tard, bien évidemment, il y en a pas mal, hein, des superstitions. Dorian, ton avis sur la question? Moi, c'est vraiment du 50-50. J'ai beau retourner la question dans ma tête, essayer de prendre les points un par un, je n'arrive pas à mettre un favori sur ce match-là. Tu regardes les dernières saisons, la dernière saison, Paris fait demi-finale. La saison d'avant encore, l'Inter va en finale. L'Inter qui n'ont pas beaucoup changé l'équipe comparé à il y a 2 ans, hein, avec leur finale. Heu, Franchement, au vu de la forme, je dirais plus Paris actuellement. L'Inter doit encore jouer en championnat et c'est pas gagné pour eux. Ils ont eu des contre-performances cette saison, l'Inter. Je pense notamment en finale de coupe d'Italie contre l'AC Milan. Heu, voilà, c'est franchement, j'ai du mal à dessiner un favori et surtout au vu du match que l'Inter vient de faire contre Barcelone avec un réalisme, ultra efficace devant. Une défense, qui a quand même bien su enfin assez bien cadré quand même, je trouve cette folie offensive du Barça. Ça risque d'être compliqué, on sait que Paris a aussi eu ses moments de faiblesse cette saison. Je pense notamment avec un manque de réalisme. Hem contre une défense du calibre de l'Inter, qu'est-ce que ça va donner? Donc ouais, je j'ai pas vraiment de favori, même si j'espère que le PSG va gagner, mais je n'ai pas vraiment de favori. Et puis peut-être information pour nos abonnés, quand même, on a l'équipe la plus jeune en Ligue des Champions face à l'équipe la plus expérimentée en termes Oui. d'âge en Ligue des Champions et aussi, côté Inter, on a pas mal de joueurs qui ont disputé, la finale,
qui ont 9. déjà disputé une finale de Ligue des Champions. Il y en a 9 exactement. Alors côté Bissek et, PSG, Sommer ne font pas partie de l'équipe voilà. de la finale. Et côté PSG, il y en a que 3 qui ont disputé une finale. Hernandez, Kipembe et Marquinhos de souvenir. Donc, est-ce que ça va jouer ou non? On verra bien. Mais je pense que ça peut jouer parce que des joueurs comme Désiré Doué, 19 ans, alors malgré ce qu'il montre cette saison, quand tu arrives en finale de Ligue des Champions à 19 ans, pour certains jeunes, quand même, ça peut être compliqué. Donc, à voir. À voir. Ouais, pour le coup. Après, j'ai vu une stat passer. Apparemment, toutes les finales qui se sont jouées à l'Allianz Arena. Et bah voilà, il nique mon truc. Tu Non, l'as on y vu? reviendra. On y reviendra après, Lorient. T'inquiète Tu l'as pas. vu aussi? J'ai d'autres questions. Non, Mais mais oh là, ça fait. allez, Non, donne mais Vas-y ou l'information. pas? non, mais on va Milan donner. envoie Alors, l'information. je vais partir sur mon autre sujet plus tard. Alors, voilà, toutes les finales, il y en a eu 4 exactement. C'est la 5e qui se jouera à l'Allianz Arena. C'est un nouveau vainqueur de la Ligue des Champions. Je crois, si je me trompe pas. Bon, forcément, il y a l'Olympique de Marseille en 93. Il y a Nottingham Forest, si je me trompe pas. Il y a Chelsea. Qui l'a gagné. Il y a le Borussia Dortmund qui l'a gagné aussi à l'Allianz Arena. Ce sont les 4 derniers vainqueurs. Le Paris Saint-Germain qui donc affrontera l'Inter. Mais une deuxième information, en 93, Ah, l'Olympique de ça, Marseille ça, a rendons à affronté. César, rendons Ouais. à César ce qui appartient à César. C'est Sacha qui l'a donné en premier sur le groupe sport. Donc, je rends à César ce Cette qui appartient à César. information-là, Ouais, cette info-là que tu vas donner, c'est Sacha qui l'a donné en premier sur le groupe sport. Voilà. Donc, je rends à c'est César. quoi l'information? Alors, c'est l'information, le beau parallèle qu'on peut faire avec l'Olympique de Marseille Aïe, en aïe, aïe. 93 quand ils ont remporté la Ligue des Champions. C'était face à l'AC Milan à Munich. Et là, tiens, le PSG, Et il qui joue à affronte Milan. Munich face à une équipe de Milan. Donc voilà, on peut faire ce beau parallèle effectivement pour leur première Ligue des Champions. Les Marseillais qui supporteront donc l'Inter Milan, contrairement au Paris Saint-Germain qui était Et pour l'AC Milan. l'AC Milan qui supportera le PSG. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu certains supporters de l'AC Milan et cette fameuse pétition Avec Donnarumma. pour pardonner Donnarumma si jamais il sortait une performance XXL face à l'Inter. Bon, pour le coup, il y avait des superstitions qui jouaient contre le Paris Saint-Germain. Même il y en a une, je ne sais pas laquelle, désolé, mais qui donnait vainqueur le FC Barcelone. Bon, pour le coup, désolé. Il y en a une deuxième qui donnait raison à Arsenal, comme quoi à chaque fois qu'un pape décédé, pardon, paix à son âme malheureusement, mais c'était un vainqueur anglais qui l'avait gagné. Bon, pour le coup, Arsenal n'est pas présent non plus. Donc pour le coup, au niveau des superstitions, peut-être que ce Paris Saint-Germain-là fait partie de ce truc-là. Peut-être que ça va changer la donne. Est-ce que ça change vraiment la donne dans le mental des joueurs et des supporters? Bah, je pense que certains joueurs sont quand même très croyants à l'image de certains supporters. Il y a des joueurs qui sont à fond là-dedans, hein, qui ont, tu sais, ont leur petit rituel avant les matchs et tout et s'il y a pas le petit rituel: «Ah je vais pas marquer, ah je vais pas bien défendre» et tout donc moi je pense que franchement ça peut jouer parce que c'est du mental et voilà. Dorian, je sais pas si tu as remarqué ça aussi? Bah, attends, répète la question. Non, mais J'ai vis-à-vis pas bien des compris. superstitions, est-ce que ça peut faire ça peut changer la donne au niveau du mental des joueurs et des supporters? Ah, ouais, enfin, je sais pas. Après, personnellement, moi, j'ai joué au foot pendant longtemps et même il y a j'en connais plein qui ont leur rituel avant chaque match, en fait et justement, c'est pour t'habituer. Le jour où tu as un gros match, tu gardes ton rituel d'avant-match et cetera pour pas être, déstressé. Enfin, pour te déstresser justement, pour pas être, stressé avant d'entamer la rencontre. Heu, je sais pas après les joueurs si ça va changer vraiment, quelque chose pour eux. Je pense que, ils sont focus, je pense que les entraîneurs n'en prennent pas essayent de ne pas en prendre compte, pardon, de ça. Après, dans le mental, je pense pas vraiment que ça puisse affecter les joueurs, non. Bon Dorian, tu pas superstitieux du coup, si on comprend bien? Non. Tu pas trop superstitieux. Mmh. Et toi Milan? Est-ce que tu un peu de superstition de ton côté, Alors sincèrement, je l'avais cette superstition, surtout en 2020. En 2020, c'était je sais plus l'anniversaire du Paris Saint-Germain, je Oui, les crois, 50 ans, les les 50 ans 50 ans. du PSG. J'avais cette superstition de me dire que
que pour les 50 ans, le Paris Saint-Germain allait chercher forcément sa première Ligue des Champions. Ça n'a pas été le cas. Je croyais aussi en cette superstition qui faisait que bon bah on allait gagner une Ligue des Champions sous Covid et que du coup les gens allaient nous dire ah mais c'est une fausse Ligue des Champions. Mais bon pour le coup non. Faut savoir aussi vis-à-vis on peut continuer dans le parallèle avec l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a gagné la première Ligue des Champions sous un nouveau format à l'époque déjà. Le Paris Saint-Germain va peut-être gagner sûrement non mais potentiellement gagner une Ligue des Champions sous un nouveau format aussi. Parlons pas trop vite, mais voilà, il y a pas mal de superstitions qui font que. Après, j'ai pas donné mon avis sur la question au niveau de mes favoris. J'ai dit la même chose pour les autres matchs de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Je n'arrive pas à décerner un vainqueur entre ces deux équipes. Il est trop tôt aussi. Il est beaucoup trop tôt. On parlera de la tactique juste après, mais pour le coup, non. Je ne suis pas superstitieux, je supporte mon club. Je pense que c'est un peu cramé pour dire ouais, on sait pas qui je supporte. Non, on sait qui je supporte, mais pour le coup, non. J'ai juste envie d'y croire. Et pour le peuple parisien et le peuple français, pour le coup, j'espère sincèrement que le PSG ira chercher forcément la deuxième Ligue des Champions. On ne sera pas à jamais les premiers, mais potentiellement, on sera les deuxièmes et ça sera déjà super hein, pour le PSG. On va parler du coup plus de football que de simples superstitions, même si c'est plus important, je pense, pour certaines personnes. Bon, il reste 3 matchs à jouer pour les deux équipes. Si on regarde du côté de l'Inter, ça va être très fatigant. Ils sont à 3 points de Naples en championnat, 3 points qui doivent venir aller chercher. Ils sont deuxième pour le moment. Il reste 3 matchs. Un match à l'extérieur contre le Torino, un match à domicile contre la Lazio de Rome et un match à l'extérieur contre Côme pour le moment. Voilà, c'est quand même des matchs qui vont être très très importants pour l'Inter. Potentiellement peut-être être déçu parce que Napoli, très clairement, je crois, je n'ai pas sous les yeux les matchs, mais qui a un calendrier un peu plus simple que l'Inter. Et ils ont 3 points d'avance. Alors que le Paris Saint-Germain, il leur reste 2 matchs de Ligue 1. Montpellier qui est déjà relégué en Ligue 2 et un Auxerre qui est déjà maintenu et qui n'a plus rien à aller chercher pour le coup en Ligue 1. Et le troisième match, c'est une fameuse finale contre Reims. Est-ce que, d'un point de vue où il peut y avoir cette montée en puissance, le Paris Saint-Germain n'a pas justement un côté un peu plus simple où ces matchs de Ligue 1, ils peuvent passer à côté, c'est pas forcément grave et ça touchera pas forcément le mental, mis à part peut-être cette dernière rencontre à domicile contre Auxerre où il va y avoir forcément le soulevé de trophée et après cette finale de Coupe de France, alors que potentiellement l'Inter va être très fatigué lors de cette finale de Ligue des Champions avec peut-être des remords. Moi, je pense ce qui va se passer, c'est que Luis Enrique, il va faire tourner, durant les derniers matchs de Ligue 1. On risque de voir, l'apparition de pas mal de jeunes. Je pense à Style Axel Tapp, Mbaye, Camara, peut-être je crois, oui, qui était là lors du dernier El match. El Hanouch aussi, Ouais. un latéral, si je ne dis pas de bêtises. Bon voilà, on risque de voir pas mal de turnover, même, Gonzalo Ramos qui risque, de gratter des minutes dans ces 2 derniers matchs de Ligue 1. Par contre, ce sera l'équipe type, je pense, en finale de Coupe de France, finale oblige et puis à une semaine de la Ligue des Champions, ça permet de mettre tout ton 11 un peu dans le rythme. Donc, on c'est sûrement ce qui va se passer. C'est un gros turnover durant les 2 dernières journées de Ligue 1. L'équipe type en finale de Coupe de France face à Reims et l'équipe type en finale de Ligue des Champions s'il n'y a pas de blessés. Côté Inter, tu l'as dit, le titre est encore possible, mais ça va être très compliqué. Ça va se jouer à rien du tout. Et donc, il faut que les Nerazzurri jouent le coup à fond, en fait. Et s'ils perdent des points bêtement et que Naples pardon, gagne et ne laisse rien pour ses concurrents, ça risque d'être compliqué. Donc, je pense qu'il va y avoir un avantage physique, peut-être, du côté des Parisiens. Pour le coup, l'Inter se déplace 2 fois, alors que Naples se déplace qu'une seule fois. Ils ont 2 matchs à domicile et en tout cas, d'un point de vue équipe, c'est un peu plus simple. Ça sera, le Genoa, Parme et Cagliari, donc forcément, je pense que, il y a potentiellement, Naples part en tout cas favori pour aller chercher la Serie A, et cette finale finale de coupe, d'Italie qui sera pas jouée par l'Inter vu qu'ils se sont fait éliminer 3-0 par l'AC Milan. Donc pour le coup, il y a peut-être aussi cet échec possible, le triplé échec pour l'Inter. Donc non, je vais te reposer la même question que Louis. Est-ce que ça peut changer la donne pour le Paris Saint-Germain, le fait d'avoir peut-être une montée en puissance plus simple et plus logique que l'Inter? Oui, j'en parlais justement quand on faisait un peu la preview juste avant les pronos. Ça peut clairement jouer. L'Inter, je pense pas qu'ils ont envie de lâcher le championnat.
et du coup, bah, ils ont des points de retard. Ils peuvent pas se permettre de faire vraiment tourner, à tous les matchs. Alors contrairement au PSG qui, bon, la saison invaincue, c'est fini malheureusement, mais ils peuvent se permettre maintenant de mettre l'équipe de Z s'ils veulent, ils s'en fichent donc que comme tu l'as dit, je pense que bien sûr, ils mettront, l'équipe type ou du moins, peut-être, 8-9 joueurs de l'équipe type pour la finale de la coupe avant le match de la Ligue des Champions et après l'Inter, à voir aussi parce qu'ils avaient des blessés contre Barcelone. Je pense notamment à Pavard. Lautaro Martinez au match aller, qui s'est blessé, qui est revenu miraculeusement au match retour pour jouer 45 minutes, on sait pas comment. À leur retour, il disait d'ailleurs qu'il était blessé encore, qu'il pouvait pas se venir sur le Mais terrain. ouais, ouais, mais ça avait fait beaucoup parler côté barcelonais en disant: «Mais il sort en pleurant et il revient au match retour, comment c'est possible?» Donc à voir si, si, le «dopage» entre guillemets de l'Inter marchera. Ah, Mais ça sent bon, le fan barcelonais dans le fond là qui est encore mal, non, non, je rigole bien sûr, mais heu, il y a quelques soucis physiques encore du côté de l'Inter à régler. Heu, on ne sait pas si les joueurs seront, je pense que si, mais peut-être qu'il y aura des absents que du côté de la finale et après je ne le souhaite pas, mais après côté PSG, on n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait une blessure, aussi d'ici la finale. Bon, pour le coup, on va parler d'un point de vue tactique avant de finir, cette émission. Qu'est-ce qui va faire la différence? On le sait, cet Inter est d'un point de vue très défensif, avec un beau catenaccio comme on l'a parlé, en début d'émission, alors que le Paris Saint-Germain, eux, contrôlent plus le milieu de terrain. Qu'est-ce qui peut primer dans ce match, Louis, pour les 2 équipes? Est-ce que justement, d'un point de vue tactique, l'Inter prend l'avantage ou le Paris Saint-Germain avec un gros mental peut faire une différence avec un gros milieu de terrain? Moi, je pense qu'il va être important, ça va être le duel de gardiens. Parce que, dans ces demi-finales, on a vu, 2 gardiens, à très haut niveau. Yann Sommer d'un côté qui a dégoûté les Barcelonais, de l'autre Donnarumma qui a été juste, qui est en train de renaître un petit peu de ses cendres, avec sa balafre, qui fait des sorties aériennes, qui fait de gros arrêts importants, notamment une frappe, je crois que c'était d'Odegaard, à un moment, qui Qui y sauve croit, Odegaard, il croit qu'elle est dedans en plus et il commence à vouloir aller célébrer. sauve les Parisiens, donc ça va être un duel de gardiens. Ça va être le gardien qui dégoûtera le plus, l'autre équipe, et donc l'équipe, qui sera forcément la plus réaliste et évidemment ça c'est évident donc je ne dirai pas ça, mais le plus grand gardien, l'équipe qui réalisera le plus d'arrêts, qui dégoûtera le plus l'adversaire, voilà, ce sera l'équipe qui remportera ce trophée, tant prisé. Lorient? Bah, j'avais pas vu ça sous cet angle. Moi, j'allais plus dire une question de finition, mais du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est, est-ce qu'il y aura des grands gardiens ce soir-là? Heu, bah, Donnarumma, on sait, côté PSG, les supporters lui ont souvent, crié dessus à certains moments en Ligue des Champions, pour ses erreurs. Là, pour le coup, on peut pas lui reprocher grand-chose sur cette campagne, mais dites-moi si je me trompe peut-être, mais je pense pas. Sommer, c'est vrai qu'il a sorti double confrontation très malgré les 6 buts encaissés, il sort une confrontation incroyable contre Barcelone. Et après, je l'ai dit tout à l'heure, le Paris Saint-Germain a eu des problèmes de finition cette saison. Même là contre Arsenal, on l'a vu, ça passe, mais à un but d'écart, les 2 matchs. Il y aurait pu avoir peut-être potentiellement plus. Donc à voir, ouais, si ça arrivera à marquer, ouais. Bon, on va parler, de pronostics comme si on est quand même très loin, de ça. On va faire des pronostics. On va en parler de cette finale, de Ligue des Champions beaucoup, hein, sur le groupe lors de ce mois de mai, je pense qu'on en parlera surtout, la semaine, n'hésitez pas, hein, à suivre nos réseaux sociaux. On va sûrement, les indiquer les dates. Je pense que le vendredi d'avant la finale de Ligue des Champions, on en parlera. On fera une grosse émission pour en parler avec, le plus de monde possible. Essayer de voir les pronostics de chacun, peut-être d'avoir des gens qui supportent pas forcément le Paris Saint-Germain. Je pense à Axel et Sacha, qui aiment bien, hein, y aller dur. Je me rappelle d'une petite phrase de Sacha, juste avant, ce PSG Liverpool, le Bayer Leverkusen qui avait perdu 3-0 contre le Bayern de Munich a plus de chances de passer contre le Bayern que vous, donc gros big up à Sacha, bien évidemment. Mais voilà, on va partir sur ces pronostics juste après, du coup à froid de ces rencontres, de demi-finale. Louis, tu commences, on finira par Dorian. Les pronostics pour la finale? Franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très, très compliqué. À
à l'heure actuelle, c'est À froid, après, c'est demi-finale, bien évidemment. je sais pas, moi je trouve que c'est l'Inter qui m'a le plus impressionné, de par, son réalisme, on l'a dit, et justement que le PSG soit un petit peu moins réaliste, notamment avec l'absence de Dembélé, pendant, le début du match. S'il y a tout le monde, je franchement je ne saurais pas dire, mais, là à froid, de ces demi-finales, j'ai envie de dire l'Inter. Voilà, ils ont plus d'expérience, ils sont plus réalistes, ils jouent très bien en transition donc voilà, allez, je dirais l'Inter si tu as envie que je donne absolument un pronostic, mais bon, c'est très Absolument compliqué. non. Moi, pour le coup, on en parlait juste avant l'émission en off. C'est vrai que tu me disais: «Attention, je vais peut-être pas donner le Paris Saint-Germain vainqueur». Donc pour le coup, non, j'étais pas surpris. Personnellement, forcément, j'ai du mal à avoir un vainqueur à 1 mois de la compétition. Ça se trouve, les joueurs de l'Inter ou du Paris Saint-Germain se blesseront d'ici là. Il y a aussi l'aspect mental, j'en ai parlé. Pour le coup, je vais avoir du mal à dire l'Inter. Bon, les gens le savent, je suis certes pour le Paris Saint-Germain, j'essaie d'être le plus neutre possible. J'ai d'ailleurs donné la victoire d'Arsenal au match aller. Bon, le Paris Saint-Germain avait gagné pour mon plus gros bonheur, mais pour le coup, voilà, j'essaie d'être le plus neutre possible. Mais il y a tout ce côté superstition mentale du Paris Saint-Germain, un côté où le Paris Saint-Germain a vraiment construit quelque chose. L'Inter, eux, certes, ils ont la même équipe depuis donc 3 ans, c'est ce qui peut faire la différence aussi. Je pense que ça se jouera sur très peu, peut-être même sur des tirs au but pour le coup. Je pense que cette finale Oh! pourrait aller au tir au but. Mais pour le coup, non, je vois vraiment un match extrêmement serré, soit se jouera sur 1 ou 2 buts, soit se jouera très clairement au tir au but. Et je pense qu'on a beaucoup de chances que cette finale finisse aux prolongations. À moi? Bah, ouais. Alors, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un d'autre avec nous. Sacha? Ouais, Ouais, Sacha ouais. parle, OK, OK. Ouais, enfin, je le dis depuis tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment du 50-50. Même si j'espère que Paris gagne quand même, mais ouais, c'est vraiment ça va jouer sur un but à mon avis ce match. Heu, je dirais, comme toi Milan, en vrai, au vu de tout ce que j'ai dit, je vais dire un match nul. Je pense au terme des 90 minutes. Mmh, je suis pas après à l'abri d'un but en prolongation peut-être ou d'une séance de tir au but. Mais ouais, je vais dire un match nul, mais à mon avis, ça se jouera vraiment sur un but. Ouais, pour le coup, ouais, si on récapitule, pour l'instant, il y a pas de vainqueur. Si on prend les 3, Louis Inter, moi Paris Saint-Germain, dans un qui dit match nul. Voilà, vous avez vu qu'il y a des on sait pas se mouiller, hein, sur le groupe, j'ai l'impression. Mais bon, pour le coup, voilà. On a fait une grosse émission, pour le coup, plus d'1 heure ensemble, c'est logique. J'ai l'impression que moins on a de matchs de Ligue des Champions, plus on a de choses à dire. On arrivait à faire 1 heure, pour des huitièmes de finale, où il y avait, 4 matchs. Là, il y en a 2. Bon, un petit troisième pour parler de la finale, mais pour le coup, on a fait plus d'1 heure. Mais bon, voilà, ça fait partie du contenu. Pour le coup, voilà, n'hésitez pas à regarder nos réseaux sociaux. On va justement essayer de suivre un maximum cette finale. On est à 1 mois, moins d'1 mois justement de cette finale. On en parlera beaucoup, pour le coup, avant de justement aller sur les autres compétitions, le mercato en fin de saison. Mais c'est vraiment ce qui va être le plus important pour cette fin de saison avec, les championnats qui ne sont toujours pas finis. Mais pour le coup, voilà, vous avez vu de ce qu'on pensait. Ça va faire mal d'avoir, 2 semaines ou 3, je m'en rappelle plus, en Ligue des Champions, sachant que c'était le dernier match en semaine et oui, effectivement, de Ligue des Champions, et ce dernier match dans les stades, les supporters ne seront plus «présents» entre guillemets dans leur stade, au Parc des Princes ou du coup à Giuseppe, à Meazza pour, les supporters de l'Inter. Merci, les gars, de m'avoir accompagné, Louis et Dorian, ça fait extrêmement plaisir. Pour le coup, on a un petit Barcelonais, je suis très content de l'avoir pour en parler pour le coup, même si voilà. Dommage qu'on n'ait Ouais. pas eu Axel, il en parlera sûrement, je pense, de son côté dans El Clasico lundi pour le coup. Pour vous, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux dans les prochaines émissions, voilà, pour le coup. El Clasico lundi et The Team, le mardi. On parlera peut-être, d'autres choses de la Ligue que la Ligue des Champions, ça fera aussi du bien et bonne fin de soirée pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui et bonne fin de ce que vous voulez pour les autres. C'était le groupe. À la prochaine. Ciao, ciao les amis.